Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Mauser 98K, donc notamment le Mauser 98K, l'arme qui a fait l'histoire. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés, donc merci à mes anciens abonnés et à tous ceux qui sont fidèles sur la chaîne, merci de votre soutien. Nous allons commencer de suite après ça. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir être au courant des futures vidéos qui sortiront. Si vous êtes nouveau, pareil, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dialoguer avec les autres abonnés. Donc, il y a la rubrique communauté aussi, où vous pouvez vous exprimer. Allez, faites pour ça. J'y mets souvent des informations importantes, pas mal de choses sur le matériel, notamment sur les accessoires, etc. Et quelques informations suivant la législation, par exemple, ou d'autres choses, bien évidemment. Donc, la vidéo aujourd'hui va concerner une partie armes de collection et une partie armes modernes. Donc, explication. En fait, je me suis aperçu depuis quelques temps, notamment par des choses qui m'ont été rapportées à plusieurs et maintes reprises à ce sujet-là, que beaucoup de novices, par exemple, ou de personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose dans les armes de collection, se font énormément d'idées préconçues sur une arme de collection par rapport à une arme de tir moderne. Notamment, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le Schmeisser S4F ici en présentation. Donc, il y a une explication à tout ça. Alors, on va commencer par une raison simple. Quand vous débutez le tir, que vous soyez jeune novice ou pas, que vous n'ayez aucune expérience dans l'armement, vous avez plusieurs disciplines. Donc vous avez par exemple ce qu'on appelle le TAR, tir aux armes réglementaires, qui concerne notamment les fusils de collection qui sont ici présents, et bien d'autres modèles encore, bien évidemment. Donc, à ne pas confondre. Si vous êtes intéressé par l'histoire, c'est un facteur qui est à prendre en compte dans le sens où vous avez une arme historique avec laquelle vous allez pouvoir faire du tir comme à l'époque, si j'ose dire, avec quelques détails près. Alors, n'ayez pas d'idée préconçue sur une arme de collection telle qu'elle soit, que ce soit un Mauser, peu importe le modèle, que ce soit un Enfield, un Sperfi 1903, un Garand, une USM1, tout ce qui concerne les armes Première, Deuxième Guerre mondiale, notamment une arme assez rare à trouver, le chasse-peau gras, par exemple, donc le gras, en 11 mm, qui lui est une denrée rare dans le sens où il a été modifié je ne sais pas combien de fois pour faire des fusils de chasse à l'époque. Et si vous en trouvez un, vous en avez un même en carcasse qui est à peu près de bonne qualité, encore dans son jus, je vous conseille de le garder et d'essayer d'avoir de la pièce de rechange. Je vais vous mettre en même temps dans la description le lien et le site internet de Philippe Joël, qui lui est un spécialiste en armes de collection, qui vous permettra d'avoir de la pièce ou de vous trouver des armes de collection parfaitement en état, révisées et remises en état si besoin. Donc je vous mets bien le lien, donc n'hésitez pas à lui demander, n'hésitez pas à lui poser des questions et l'appeler, il est là pour vous servir et à ce niveau-là, c'est un expert en la matière. Donc là, ici, nous avons une arme légendaire, bien évidemment, le Mauser 98. Alors, à la base, le Mauser 98, 1898, a été remplacé en 1935 par le carabineur 98K. Donc, celui-ci. Ça, c'est le Gewehr 98, Première Guerre mondiale. Il pèse 4,9 kg. Il a une longueur d'1,20 m. C'est un calibre 7,92-57, entre parenthèses 8,57 IS. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, en fait, la cartouche de 1905 balle ronde I-Patron a commencé à être remplacée par la balle S-Patron, Spitz, qui veut dire pointu. D'où le S. Alors, faites très attention à une chose si vous découvrez un Mauser ou si vous achetez un Mauser à quelqu'un, qu'il soit pièce de grenier ou pas. Il y a un S de gravé sur l'entrée du canon par rapport à la boîte de culasse. Il se balade un peu partout ce S. Soyez vigilant avec ça. Si vous ne l'avez pas, vous ne tirez pas de la 8,57 IS. Je reviendrai sur une prochaine vidéo à ce sujet.
Parce que là, on fait simplement un tour global et quelques conseils si vous voulez démarrer avec les armes de collection dans le tir. Et on rentrera dans l'historique au niveau du Mauser, si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire, parce que faire des vidéos, j'aime bien aussi avoir votre avis et savoir ce qui vous intéresse ou pas. Donc si vraiment ça vous intéresse, on fera des vidéos beaucoup plus poussées sur les différents Mauser, les différents modèles, vraiment leur valeur vénale, etc., etc., par rapport à ce que vous pouvez trouver, ce que vous pouvez faire et ne pas faire, surtout, et ne pas acheter. Donc je vais en parler aussi dans la vidéo, mais je vais pas m'épiloguer longtemps là-dessus, puisque c'est pas vraiment le sujet. Donc, premier modèle, il y a eu le 88 bien avant et d'autres. Donc, le modèle le plus courant, donc on va dire le Gaver 98, 1898, qui a été remplacé, donc comme je le disais, en 35 par le carabiner K98, donc qui se trouve ici. Entre deux, vous avez eu cette version-là que vous voyez ici. Donc, c'est le carabiner 98A, vous avez le B. Donc, c'est une variante entre guillemets. Donc, il a été fait pour l'artillerie et l'infanterie. Pourquoi? Ils ont raccourci le canon. Donc, là, vous allez vraiment le voir, ils ont raccourci le canon. Ils ont rallongé donc, le fût pour avoir une protection supplémentaire par rapport au canon. Ils ont coudé la culasse, puisque en fait, la culasse du Gaver 98, ici présent, c'est un levier d'armement droit. En plus, chose à l'époque à laquelle ils avaient fait vachement attention, c'est que sur le levier d'armement au niveau de la boule, aller couper plus, aller strier pour avoir une appréhension pour pas que ça glisse. Donc franchement déjà, ils avaient vraiment pensé à tout. Vous avez une sûreté drapeau bien évidemment sur la culasse 98, donc qui est très efficace, et vous avez 3 tenons de verrouillage. Donc c'est une arme extrêmement sûre dans le sens du tir où, si vraiment vous avez un gros incident de tir, pour qu'il vous arrive un accident d'arrachement de culasse par exemple, c'est plutôt rare, parce que ça tient vraiment la route. À noter que le modèle 98 sur son bloc de culasse a été copié, a été utilisé à maintes et maintes reprises. Donc un exemple tout à fait typique, la Zastava M70 en 7,64 par exemple, et bien d'autres calibres. Alors, premier conseil que je vais vous donner si je peux me permettre. Toutes ces armes, sauf une, donc celle-ci, est en calibre d'origine. Donc c'est le Mauser 98 comme modèle 44. Les autres sont en calibre civil, je m'explique. Donc 8,60, 8,60. Pourquoi? Puisqu'à une certaine époque, malheureusement, ces armes-là, en calibre d'origine, donc 8,57 IS, étaient ce qu'on appelait à l'époque une première catégorie, donc arme de guerre. Donc ce qui vaut alors aujourd'hui à une catégorie B. Ok? Ils nous ont changé toute la législation à ce niveau-là, donc maintenant elles sont passées en catégorie C en calibre d'origine. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des armes qui sont rechambrées. Alors, bien ou pas bien? Donc oui et non. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces armes-là ont perdu de la valeur. Mais, vous gardez le canon d'origine. Donc, en fait, l'arme en elle-même n'est pas touchée sur son plan esthétique, sur son plan historique, puisque en fait, aucune pièce n'a été changée. Ce ne sont pas des recanonnages. Pour certains, vous avez des recanonnages, donc ça a beaucoup moins de valeur par rapport à une arme qui a été rechambrée en 8,60 ou 8,64S. Alors attention, vous avez des 8,64S aussi. Alors, à savoir que les armes de collection fonctionnent différemment par rapport à une arme de tir moderne au niveau de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'offre et la demande concernent des armes rechambrées en 8,60 ou 8,64S par rapport à une arme en 8,57 IS d'origine. Donc vous allez trouver des gens qui vont plutôt chercher une arme d'origine, ce qui est tout à fait normal et légitime, puisque maintenant elles sont en catégorie C. Donc ce qui veut dire que dans la logique, entre guillemets, et ça malheureusement c'est le marché qui veut ça, ces armes-là ont perdu de la valeur. Alors que en fait, dans la réalité, c'est juste un rechambrage, et du 8,60 à du 8,57 IS, franchement c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Bref, ça c'est de la balistique. Ça on y reviendra plus tard. Donc, est-ce que vaut mieux trouver un calibre chasse rechambré, 8,60 ou 8,64S par rapport à un 8,57 IS? Alors ma réponse elle est oui. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez le payer moins cher déjà d'une part, mais rien ne dit, et ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que demain
la législation va changer et qu'il les passe dans une autre catégorie qu'ils auront inventée. Voilà. Et que automatiquement, les armes qui seront rechambrées seront des calibres chasse, donc ça repassera en catégorie C, par exemple. Donc ça veut dire que ça reprendra de la valeur. Alors, dites-vous bien qu'un Mauser, s'il a été rechambré, même en 860, ça reste un Mauser. Donc, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, vous gardez le côté historique. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je sais très bien, impertinemment, que les législations, ça change. Ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas à vous que je vais l'apprendre non plus. On nous pond des trucs qui sont dénués de sens par moment. Donc, il a fallu des années et des années et des années, des dizaines d'années pour comprendre que ça, eh ben, il fallait les passer en catégorie C. Donc, alors, à savoir aussi que toutes ces armes-là, il y en a eu des milliers, voire des millions qui ont été détruites, qui ont été saccagées, des pièces rarissimes. Donc un exemple tout à fait typique, alors si vous trouvez ça, vous avez gagné le Graal. Par exemple, le Gewehr 98, il y a eu un modèle sur la bataille de Verdun qui a été utilisé avec un chargeur. À l'époque, avec un chargeur. Il a été en test. Vous pouvez le trouver aussi, donc si c'est une pièce de grenier, avec un protège-culasse en tissu, régimenté, parfois. Alors là, c'est le Graal complet. Donc, dites-vous bien que le Mauser 98K, ou Gewehr 98, ou Carabiner A ou B, ou C, c'est de la valeur sûre. Une arme de collection, c'est un investissement. C'est un investissement à long terme. C'est un investissement sur lequel vous allez pouvoir faire un héritage conséquent par la suite pour vos enfants ou autres. Donc, c'est de l'argent qui travaille. C'est pas de l'argent qui dort. Vous aurez beaucoup plus de valeur sur une arme de collection par rapport à ça. Ça, c'est clair, net et précis. Pour diverses raisons, notamment par exemple tout ce qui est médiatique. Donc supposons qu'il y a un film, notamment pour Soldat Ryan, souvenez-vous, par rapport au Mauser, ils ont pris une flèche à l'époque où c'est sorti. Pareil pour le Spearfield 1903 d'ailleurs, et les optiques de l'époque. Donc alors attention à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sur une arme de collection, type Mauser 98, Lee Enfield, Carcano, Carl Gustave, MAS 36, premier modèle, deuxième modèle. Ensuite, tout ce qui est Lebel. Vous avez le M93, donc c'est le Lebel modifié 1893. Le Berthier 0715, le Mousqueton Berthier. Vous avez différents modèles. Le problème qui se pose, c'est que vous pouvez tomber sur un remontage. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec, supposons que celui-ci, donc est un Gewehr 98, modèle 1916. Enfin, c'est sa date de fabrication plutôt. Vous allez pouvoir retrouver des pièces de Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il n'y a pas dessus, bien évidemment, parce que moi, je suis un puriste. Si, donc là, vous allez y voir, vous n'allez y voir que du feu, hein, je vous le dis. Hein. Donc, si, supposons que, par exemple, on va prendre tout ce qui est ponté, magasin ponté. Supposons que la pièce a été changée, et que ce soit une pièce d'un Mauser Deuxième Guerre mondiale, la seule chose qui va vous permettre de le voir, et c'est pas souvent d'ailleurs, soit vous avez les aigles donc, qui sont incrustés, poinçonnés dans le métal, ou alors des fois il n'y en a pas. Le numéro de série, malheureusement, ça ne vous donnera pas grand-chose, sauf si vous faites des recherches, et encore c'est compliqué. Ensuite, vous pouvez avoir la culasse. Il y a des culasses Deuxième Guerre mondiale à levier d'armement droit, notamment le modèle que j'avais présenté la dernière fois, enfin je l'ai survolé, je ne l'ai pas présenté, un modèle 39 qui avait fait la guerre d'Espagne. Donc c'est un modèle Radom, canon long, donc même longueur que celui-ci sur un canon d'1,20 m. Donc il a une culasse qui n'est pas coudée, il a une culasse droite. Donc évidemment, vous pouvez l'interchanger sur un Gewehr 98 par exemple. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte. Vous avez aussi ce qu'on appelle les prises de guerre pays de l'Est. Donc les prises de guerre pays de l'Est, en général, c'est des regravures au stylo électrique. Donc le numéro d'origine, ou quoi que ce soit, c'est barré au stylo électrique. Ça, c'est régulier. Ce sont des pièces qui ont été stockées par l'armée russe à l'époque et qui les vendent à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous pouvez en trouver. Donc c'est pareil. Il y a un panel de pièces monumental. Donc c'est pas une science en soi, mais vous pouvez avoir des pièces qui ont été barrées ou regravées au stylo électrique. Personnellement, moi, j'en ai pas et je n'en veux pas parce que j'ai pas vraiment confiance.
Donc ça, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les bourses aux armes. Sur les bourses aux armes, vous allez tomber sur des gens plus ou moins honnêtes, plus ou moins expérimentés. Heureusement, il y en a encore, des gens qui sont honnêtes, qui vont vous présenter une arme parfaitement d'époque, d'origine, dans son jus, ou qui a été rénovée. Donc, si elle est d'origine, dans son jus, qu'elle a été rénovée, par exemple pour la crosse, ce qui est le cas de celui-ci. Pas pour ces deux-là, non. D'ailleurs, ils sont dans un état exceptionnel tous les deux. Par exemple, celui-ci, un exemple. Donc là, vous avez la partie du haut de la crosse qui a été cassée. Alors ça, je vais revenir dessus pour l'entretien. Donc, bon, ça ne se voit pas parce que je l'ai fait moi-même. Ça a été recollé, parce qu'elle était complètement fendue sur le haut au niveau du garde-main. Donc ça a été recollé dans les règles de l'art, avec des produits spécifiques pour le bois et de collection et pour les armes de collection. Donc maintenant, on n'y voit plus rien, il a fallu retinter la crosse. Bon, bref. Donc vous pouvez vous retrouver aussi avec des différences de teinte par rapport aux crosses, par rapport aux parties supérieures du fût. Donc ça, deux raisons. Soit ça a été changé à l'époque, et ça vous n'allez pas pouvoir le savoir, soit c'est le mec qui l'a changé et qui l'a remplacé parce qu'elle était manquante ou pétée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Est-ce que c'est important? Oui et non. Moi, je dirais plutôt non, puisqu'en fait, si c'est une pièce d'origine, si c'est pas une pièce qui a été refabriquée, donc si c'est pas un bois qui a été refait, ça va encore, ça passe. Puisque, sauf si c'est une Deuxième Guerre mondiale. Donc là, voilà, c'est même pas la peine. Donc, soyez extrêmement vigilants avec ça. Donc, deuxième problème qui risque de se poser pour une arme de collection, notamment les Mauser et tout ce que j'ai cité auparavant, comme fusil Première et Deuxième Guerre mondiale, vous allez tomber sur des gens qui sont plus ou moins performants et qui peuvent vous vendre n'importe quoi. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une carcasse de Gewehr 98 ou une carcasse 98K complètement remontée avec des pièces yougoslaves, par exemple, avec d'autres pièces belges, avec d'autres pièces brésiliennes, turques, chinoises, mais bien sûr, il y a eu des Mauser chinois. Donc, à savoir que c'est une arme qui a fait le tour du monde. Elle a été présente sur toutes les guerres, quasiment. Quasiment. J'ai bien dit quasiment. D'accord? Elle a été vendue à des millions d'exemplaires. Elle a été fabriquée par énormément de pays. Donc, soyez vigilants si vous voulez vraiment un investissement à long terme. Prenez votre temps, renseignez-vous, informez-vous. Je ferai des vidéos dédiées à ça si ça vous intéresse. Faites attention à tout ce qui est armes de collection. Maintenant, si c'est pour uniquement faire du tard ou vous éclater sur le stand de tir et avoir un Mauser, si c'est du remontage, c'est pas trop gênant, on va dire. Si c'est pour avoir un Mauser, dire que j'ai un Mauser, et bon, soyons fous, pourquoi pas. Bon, mais dites-vous bien, vous n'aurez pas une arme historique à 200%. Mais au moins, vous aurez un Mauser dans les règles de l'art, avec les pièces qui vont bien, avec des vraies pièces Mauser, même si ça a été du remontage. C'est pas trop gênant encore en soi. Tout dépend de votre état d'esprit. Alors, j'ai notamment des jeunes tireurs qui sont plutôt branchés collection, qui sont plutôt, on va dire, des patriotes, et notamment j'ai le cas avec un qui me pose beaucoup de questions sur les armes de collection. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo. Donc, comme je disais une fois, quand vous allez prendre votre licence de tir, vous allez vouloir faire du tir, vous allez commencer à vouloir faire du tir et que vous n'avez pas les connaissances pour, vous ne savez pas exactement dans quelle discipline ou ce qui va vous intéresser vraiment. Donc ça peut être du tir dynamique, ça peut être du TSV, ça peut être de l'arme de pointe, de l'arme d'épaule, et notamment des armes de collection, notamment aussi de la poudre noire. Par contre, je ne ferai pas de vidéo sur les poudres noires, puisque je n'ai pas les connaissances pour, et c'est un sujet beaucoup trop pointu pour pouvoir le faire. Et comme je suis quelqu'un de très prudent, je ne m'amuse pas à faire des vidéos sur des sujets que je ne maîtrise pas à 200%. Donc je laisse ça à ceux qui savent faire. Donc, si vous sentez que les armes de collection vous intéressent, que vous êtes plutôt quelqu'un qui est cultivé sur le plan historique, etc., je vous conseille de partir sur une arme légendaire, d'où le titre de la vidéo, un 98K ou un Gewehr 98. Petite information extrêmement importante. Beaucoup ont eu le tour. Vous allez vous retrouver avec des hausses qui sont à partir de 400 mètres. Et le Gewehr 98. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous allez tirer beaucoup
hors cible. Vous serez complètement hors cible. Donc il existe plusieurs solutions possibles. Donc il y en a 3. La première, que je déconseille fortement, c'est de faire de la brasure sur le guidon pour pouvoir remonter la hauteur du guidon. Donc c'est un calcul à faire pour pouvoir tirer à 100 mètres et ensuite on joue avec la lime. Ça a été les premières solutions que certains ont trouvées. Bien et pas bien. Bon, bien, puisque en fait vous allez pouvoir faire des cartons à 100 mètres. Intéressant, puisque votre guidon sera réglé en conséquence par rapport à l'ajout de métal que vous aurez fait, donc pas de souci. Mais par contre, vous allez complètement bousiller l'historique de l'arme, puisqu'en fait vous aurez modifié le guidon. Deuxième solution, vous pouvez changer le guidon. Donc ça nécessite un outil spécifique que je vous présenterai dans d'autres vidéos à ce sujet-là, pour pouvoir démonter le guidon. Donc il ne faut surtout pas utiliser un maillet et un tournevis. Je peux vous le dire en connaissance de cause, puisque quand j'ai débuté dans les armes de collection, c'est ce que j'ai fait sur un Gewehr 98, non pas celui-ci, sur un autre que j'ai complètement rénové, que j'ai toujours. J'ai bousillé notamment le guidon, mais la queue d'aronde. Donc le guidon flottait, donc c'était fini. Donc heureusement, on a trouvé une autre solution, et ça s'est arrangé tant bien que mal. Donc il y a cette solution-là. Et la troisième solution, qui est pour moi la mieux, c'est pour ceux qui ont des imprimantes 3D, de fabriquer un guidon en plastique, un support de guidon en fait, qui va faire office de guidon supplémentaire par-dessus le guidon, qui lui sera réglé sur 100 mètres. Donc il en existe à l'achat, et c'est la meilleure des solutions, puisqu'en fait vous n'allez pas dénaturer l'arme, vous n'allez pas toucher à la partie historique, vous allez simplement faire un rajout quand vous allez tirer sur 100 mètres. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. En général, ils sont blancs, j'en ai vu des blancs, bon, un coup de peinture dessus, c'est fini, hein, voilà. Bon, puis c'est vrai que sur la cible, quoi que ça peut aider sur la cible, hein, dans le noir, du blanc-noir, au niveau contraste, il n'y a pas mieux. Donc, voilà les solutions pour ce qui concerne le tir sur 100 mètres, puisqu'en fait, vous allez avoir des hausses qui sont à 400 mètres. Surtout pour le Gewehr. Donc, le Gewehr, là, pour tirer avec, il faut vraiment avoir un guidon à 100 mètres. Donc, une rehausse de guidon, notamment un rajout de guidon, que vous allez trouver sur Internet assez facilement, notamment sur eBay. J'en avais déjà vu sur eBay. Sur Nature eBay, je ne crois pas. Du moins pas à ma connaissance. Alors, c'est possible. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les bois, donc notamment les crosses. Crosse, fût. Vous remarquerez que sur ces deux modèles, on est sur des crosses complètement différentes, avec des teintes complètement différentes. C'est tout à fait normal. Ce sont des crosses en noyer pour celle-là. Vous avez aussi le premier Moser, donc le modèle 38, et certains autres qui sont avec des crosses de noyer rouge. Enfin rouge. On va plutôt partir sur le brun. Les noyers rouge, on va plutôt parler de crosses américaines. Bon, ça c'est autre chose. Je ne parlerai pas des armes américaines pour l'instant. Donc, attention à la couleur du bois. Surtout, faites attention sur les Gewehr. Vous pouvez avoir des remontages de crosses modèle Deuxième Guerre, notamment sur le Radom par exemple, c'est exactement la même crosse. Donc faites attention, vérifiez bien que ce soit une crosse de Première Guerre mondiale. Vous avez des poinçons, la couronne impériale qui est dessus. Vous avez d'autres indices que je pourrais vous donner par la suite si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo, notamment sur les armes de collection et les armes de tir réglementaires et les armes de tir modernes, parce qu'en fait je fais les deux. Alors, une chose très importante à savoir, chose qui est arrivée à un armurier il n'y a pas longtemps que j'ai eu au téléphone. Ne confondez pas la précision entre ça et ça. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Vous n'obtiendrez jamais les résultats avec un fusil de guerre par rapport à une arme actuelle, AR-15 ou une autre carabine TLD par exemple, ou même une carabine de grande chasse. Puisqu'il y en a, il y a des carabines de grande chasse qui sont excellentes. Par exemple, pour n'en citer qu'une seule, le système Remington 700. Donc, dites-vous bien que c'est pas des armes où on cherche la précision à 200%. On va toujours chercher la précision. Dites-vous bien que ce sont des armes de guerre fabriquées pour, avec des cahiers des charges complètement différents par rapport à l'époque, par rapport à aujourd'hui. Donc, ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas sur les mêmes fabrication du tout, que ce soit au niveau du canon, que ce soit au niveau des pas de rainure, etc., etc. Donc voilà, ce sont des armes fiables, elles ont été prévues pour, mais ce ne sont pas des armes de haute précision.
Vous pourrez faire de la précision. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, mais ne vous attendez pas à faire du mouche, par exemple, comme vous pourriez faire avec un AR15 parfaitement bien réglé, si il est de bonne qualité et si vous avez respecté toutes les procédures de la position, de la respiration, etc., etc. Donc attention à une chose aussi, vous avez beaucoup de Moser qui ont été complètement modifiés, notamment pour mettre des lunettes dessus. Et ça, c'est ce que moi j'appelle un massacre. Une arme de collection, pour moi, ça se respecte. On ne fait pas n'importe quoi avec. Donc soit on veut respecter l'origine, il n'y a qu'un seul spécialiste en France qui le fait. On monte des montages d'origine. Par contre, ça vaut un bras, notamment sur du ZF41, sur de la ZF39, etc. Ce sont des lunettes qui valent un bras sur le côté historique. Mais ce ne sont pas des lunettes de tireur d'élite, mis à part la ZF39 qui, elle, était, on va dire, une lunette de tireur de précision. Beaucoup confondent, donc je ne l'ai pas sorti, une lunette ZF41 montée sur la hausse, enfin sur le côté de la hausse, comme une lunette de tireur d'élite. Ce n'est pas un fusil de tireur d'élite. Un Moser 98K équipé d'une ZF41 n'est pas un fusil de tireur d'élite. C'est un collimateur de tir d'aide à la visée pour pouvoir tirer plus loin avec une précision supplémentaire. Il y a une façon de régler cette lunette qui est très très particulière. Il y a aussi un système de réticule qui, lui, a une fonction bien particulière aussi par rapport aux distances, qui est à savoir. Ça, je pourrais faire une vidéo dédiée aussi à ce sujet-là, si ça vous intéresse, notamment sur les différents modèles de ZF41. Donc, vous avez la ZF40, vous avez la ZF41-1, vous avez différentes marques, et vous avez un modèle qui est très particulier, qui est rare à trouver, qui, elle, a été faite spécialement, enfin, disons que la graisse qui a été utilisée dedans et sa fabrication a été faite pour les pays de l'Est, notamment pour le froid. Je vous dirai, dans la vidéo que je ferai sur les ZF41, exactement le modèle, donc qui est relativement rare à trouver. Ensuite, quand on a une arme de collection, si on est puriste, on va se dire, mais pourquoi j'aurais pas la baïonnette? Pourquoi j'aurais pas la bretelle? Pourquoi j'aurais pas la boîte de nettoyage d'origine? Mais ça se trouve, pareil. Donc vous allez augmenter la valeur de votre arme, vous allez augmenter son côté historique, puisqu'en fait, si vous avez une pièce qui est dédiée, ben, vous allez pouvoir l'exposer. Et ça, c'est le top du top. Vous pouvez avoir les cartouchières, le ceinturon, par exemple. Tout ça, je peux vous présenter par la suite si ça vous intéresse. Il y a énormément de choses à savoir aussi, notamment au niveau des cartouchières, les ceinturons, les brelages, la boîte de nettoyage. ZF41, vous avez des boîtes de ZF41 qui valent extrêmement cher, suivant les régiments. Donc, par exemple, une boîte de ZF41 complète, sans la ZF, je parle, de l'Africa Corps, ça peut aller jusqu'à 2000 €. C'est pour vous dire, pour un morceau de ferraille. Allez, je vais loin quand même. On va dire que 1500 €, j'en ai vu passer à 1500 €, j'en ai vu à 2000. Bon, si elles sont régimentées, etc. Donc là, par contre, là, on est vraiment dans de la collection pure et dure. Donc bon, voilà, c'est pas, voilà, on peut en trouver dans un vide-grenier, par exemple. Bon, c'est relativement rare, mais si vous la trouvez même rouillée, cherchez pas, même s'il manque des pièces dessus. Prenez-la, prenez-la. Ça mange pas de pain. Donc, vous voyez qu'on peut faire un tas de choses avec une arme de collection. Vous pouvez avoir aussi quelque chose qui est très bien pour l'époque, que je voulais vous présenter, qui est super sympa, qui peut être utile aussi pour vos armes, notamment pour des carabines de TLD ou des carabines de grande chasse, c'est cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci, c'est une pièce d'époque, comme quoi ils avaient fait les choses bien. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle un protège-bouche de canon. Donc en fait, vous l'enfoncez, vous tournez, clac, clac, c'est pris dans le support de guidon, et terminé, votre bouche de canon est protégée. Donc moi je l'utilise, parce que je l'ai eu avec, il est complet avec sa bretelle d'origine, je l'utilise pour le ranger dans l'armoire blindée, puisqu'en fait comme il est trop long, automatiquement, j'ai le bout du canon qui touche le haut de l'étagère de l'armoire, et ça me plaît absolument pas. Donc lui, il est fait pour ça. D'ailleurs, il a son petit poinçon, voilà, il est là, son petit poinçon, il est ici. Donc là, c'est la vidéo qui tremble, c'est pas moi. Donc voilà, son petit poinçon, il est là. Je sais pas si, voilà, il est là, il est parfaitement d'origine. Donc ça, c'est une pièce relativement rare. Vous pouvez en trouver sur des bourses aux armes. Donc regardez bien comment c'est foutu.
Hein, ça ressemble à ça. Vous avez différents modèles, vous avez différentes fabrications. Donc, ça vaut pas cher encore. Entre 10 et 20 euros, bon, j'en ai vu à 50 parce qu'ils étaient plutôt rares avec l'aigle dessus, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale. Les plus courants, c'est Première Guerre mondiale. Donc, c'est adaptable sur un Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez protéger votre canon. Donc, c'est des pièces à acheter aussi. Donc, l'avantage, c'est que c'est une pièce d'époque. Vous voyez que ça a été vachement bien foutu quand même. Même à l'intérieur, vous avez une espèce de ressort avec un petit pipillon qui se trouve ici. Ça n'esquinte pas le canon. C'est du laiton. Donc, zéro problème avec. Donc voilà pour les armes de collection, notamment le Mauser 98K. Donc attention aux bretelles, vous avez aussi des copies. Des copies qui ont été vieillies, j'en ai déjà vu. Donc il y a plusieurs façons de les déceler, ça je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Sachez qu'une bretelle d'origine sur un 98K, c'est quand même relativement cher. Puisque évidemment c'est d'origine. Donc attention à ce qu'elle soit pas sèche. Si elle est sèche, elle est cassante. Si elle est cassante, elle est foutue. Donc il va falloir les traiter. C'est pareil, le cuir, ça se traite. Il y a une façon de faire. Donc tous ceux qui font de l'équitation savent déjà de quoi je parle. Donc, notamment, eux, ils ont l'expérience pour le cuir parce qu'ils entretiennent leur selle et tout ce qui est matériel d'équitation. Donc, ils savent faire un vieux cuir, ça peut se récupérer. Mais il y a des procédures particulières à faire avant, sinon il est foutu. Donc, une bretelle 98K ou Gaver 98, celle-ci, j'ai l'avantage de l'avoir eu avec la bretelle, ce qui est très, très rare sur un Gaver 98, parce que c'est une bretelle très particulière qui n'a pas lieu d'être sur un 98K. Donc pour information, si vous tombez sur un 98K avec une bretelle Gaver 98, vous ne dites rien, vous la prenez, parce que celle-ci, pour la trouver, faut se lever de bonne heure. Donc voilà, dites-vous bien que les armes de collection, c'est un investissement à long terme. Donc ce sont des armes qui prendront de la valeur à la fois historique et de la valeur financière. Et pour un investissement à long terme, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pour les armes les plus courantes, donc, évidemment, tout ce qui est série Mauser, donc il y en a énormément, il y a énormément de variantes, je pourrais vous faire une vidéo dédiée aussi à ce sujet. Vous avez donc, pour les plus courants, donc, Mauser 98K, Lee Enfield, première, deuxième guerre, Carl Gustave, que beaucoup ne connaissent peut-être connaissent pas, donc c'est une très bonne arme, le Carcano, qui n'est pas très cher, qui lui pourrait peut-être flamber. Vous avez Mas 36, premier modèle, deuxième modèle, le Lebel, 1886 M93, et le premier modèle qui n'a pas été modifié, 93. Vous avez les mousquetons Berthier 0715. Vous avez les mousquetons 0715. Vous avez le Berthier 0715 Colonial, qui lui est complètement différent. Donc ça, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse à ce sujet, puisque j'ai les trois, donc j'ai l'avantage d'avoir cela. Ensuite, vous avez tout ce qui est semi-automatique. Donc vous avez le Gaver 43, par exemple. Alors celui-ci, rarissime à trouver, et très cher. Vous avez le Garand M1, donc plusieurs fabrications aussi. Beaucoup de variantes qui diffèrent à pas grand-chose, notamment le bouchon d'emprunt des gaz, par exemple. Donc qui est différent par rapport aux marques et par rapport au modèle. Vous avez aussi tout ce qui est USM1, donc des parachutistes, etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous avez une multitude d'armes de collection. Donc, sachez ce que vous voulez faire. Si vous êtes plus attiré sur du matériel allemand, bah, c'est du Mauser, bien évidemment, ça va de soi, du Walther, du Luger, du Mauser, et j'en passe. Donc pour tout ce qui concerne les armes américaines, c'est pareil. Vous avez énormément de variantes et de multitudes de fabrications. Pour ce qui concerne les armes françaises, donc là c'est pareil. Vous pouvez tomber sur, par exemple, une arme de poing, le 92, qui lui, attention, il y a deux fabrications, enfin plusieurs fabrications. Vous avez la fabrication espagnole. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir avec ça. La fabrication espagnole n'a pas du tout la même valeur financière que la vraie fabrication française. Châtellerault, Tulle, par exemple. Donc faites très attention à ça. Il faut impérativement que sur le 92, il y ait la firme de fabrication française. Donc ça, méfiez-vous avec ça, parce que c'est exactement le même, sauf qu'il vient d'Espagne, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà pour la petite vidéo sur les armes de collection pour pouvoir faire du tard. Donc évidemment, il y a une chose qui est à prendre en compte, c'est le canon, donc l'usure du canon. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais donné quelques conseils. Donc dans la rubrique communauté aussi, je vous ai expliqué comment faire pour pouvoir déceler une usure importante sur un canon. C'est pas une science en soi, mais c'est quand même bien réaliste, puisque en fait, ça a porté ses fruits à plusieurs reprises avec une marque sur l'ogive. Ça, je l'avais expliqué. Donc, dites-vous bien qu'un canon miroir sur une arme de collection, ça n'existe pas. Sauf
si c'est une arme sortie de caisse. Sortie de caisse, on va dire oui, puisqu'en fait, il n'a pas tiré. Mais tout ce qui est armes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les poudres de l'époque étaient corrosives. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là par rapport au canon. Il suffit de mettre une caméra à l'intérieur, spécifique pour ça que j'ai d'ailleurs, que vous pouvez trouver à Lidl, que j'avais déjà présenté, et vous allez vite vous apercevoir de ce qu'il y a à l'intérieur. On est sur une peau d'orange, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait la poudre était corrosive. Donc, est-ce que c'est grave ou pas? Oui et non. Non, puisqu'en fait c'était tout à fait normal à l'époque. Maintenant, il faut vérifier à peu près le pourcentage d'usure. Donc, soyez vigilants avec ça. Même si c'est déjà des armes rechambrées, notamment, par exemple, sur mon modèle 1916, je le garde parce que je sais qu'il vient de Verdun, donc je l'ai eu sur Verdun, c'est moi qui l'ai fait rechambrer, je sais à qui il a appartenu, sauf que le canon, il est flingué. Il lui reste à peu près, allez, je suis à 10%, il reste 10%, enfin 10%. On est à 90%, 88, on va dire 85% d'usure, à peu près, grosso modo. Hein. C'est une moyenne comme ça, hein, à la louche. Donc, je sais qu'il est flingué, mais je le garde, tout simplement parce que je sais exactement d'où il vient. Donc pour moi, c'est beaucoup plus important. Et ce qu'il a fait notamment aussi. Donc, à savoir que cette arme-là, donc le modèle carabineur, donc le carabineur 98A, 98 et 98B et C, ce sont des armes qui ont été dans les mains des Sturmtruppen, donc les troupes d'assaut de l'époque. Donc, c'est une arme quand même assez mythique. On n'en parle pas beaucoup de cette arme-là. Moi, personnellement, je l'adore. J'adore parce qu'en fait, on est sur un hybride entre le 98K et le Gewehr 98. Et l'avantage, c'est que c'est une Première Guerre mondiale. Donc, elle a été utilisée, bien évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez énormément de fusils Première Guerre mondiale qui ont été utilisés. Par exemple, les Allemands ont utilisé des Lebel, il faut le savoir. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aiguiller sur ce que vous voulez faire. Soit vous êtes plutôt arme de collection, ou alors vous voulez vraiment avoir une arme de collection en plus de vos armes modernes, histoire de... Bon, ben voilà déjà les petits conseils. Si ça vous intéresse, pour avoir plus de détails et pour rentrer dans plus de fonctionnalités au niveau des armes, est-ce qu'il faut savoir faire et ne pas faire, les reconnaître, attention aux petits détails, etc., pour pas se faire avoir, dites-le moi, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet beaucoup plus détaillé. Les amis, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une bonne semaine et surtout, portez-vous bien. Ciao les amis.